Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de début de semaine. À l'heure où la situation sanitaire est préoccupante dans le département voisin des Alpes-Maritimes et qu'un confinement vient d'être décidé sur le littoral les week-ends, Dominique Estrosi-Sassone sera notre première invitée. Celle qui préside le groupe d'amitié entre la France et Monaco au Sénat a demandé à plusieurs reprises un assouplissement des mesures de déplacement contraignantes qui touchaient les Monégasques et elle nous dira qu'elle dénonce la stigmatisation de la principauté, accusée par certains au cours des derniers jours de contribuer à la propagation de la pandémie dans la région. Nous ouvrirons ensuite un large volet médical avec un reportage sur l'une des actions de formation proposées au sein du CHPG pour accompagner le personnel soignant durant cette crise sanitaire sur le plan psychologique mais aussi professionnel. Les docteurs Gilles Quironi, cardiologue, et Christophe Perrin, pneumologue, nous expliqueront quant à eux comment sont soignés les patients positifs à la Covid et dont l'état de santé requiert une hospitalisation. Elle a remis ses lettres de créance de façon virtuelle aujourd'hui au ministère d'État. Nous rencontrerons également le nouvel ambassadeur de Monaco en Australie, Marie-Pascale Boisson. Mais tout de suite, pour débuter donc, un point sur la situation dans les Alpes-Maritimes. Des mesures de confinement vont être mises en place dans les communes du littoral, allant de Théoul à Menton, les 2 prochains week-ends. Le sénateur des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone, est notre invité. Elle a à plusieurs reprises plaidé en faveur de la cause et de la spécificité monégasque au cours des dernières semaines. Bonsoir Dominique Estrosi-Sassone. Bonsoir. Débutons cet entretien par l'actualité immédiate, ces nouvelles mesures qui vont concerner les Alpes-Maritimes. Alors à quoi doit-on s'attendre? Alors, on doit s'attendre à un confinement qui va être donc pour les 2 week-ends à venir, à partir du vendredi soir 18 heures jusqu'au lundi matin 6 heures, et qui devrait, je dis devrait parce qu'il n'y a pas encore la liste précise des communes qui sont concernées, mais qui devrait concerner toute la bande littorale depuis Menton jusqu'à Théoul-sur-Mer, là où bien sûr il y a la plus forte concentration de population. Il y aura également des mesures qui viseront à diminuer la jauge dans les grandes surfaces, mais également dans un certain nombre de centres commerciaux qui étaient restés ouverts. Il va y avoir, en tout cas je l'espère et je l'appelle de mes voeux, un renforcement des contrôles, tant les contrôles aux frontières, au niveau de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, au niveau des gares, voire aussi au niveau de certains axes routiers stratégiques, et puis des contrôles plus importants sur le respect des gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, qui restent bien évidemment des mesures qui sont quand même aujourd'hui les plus efficaces pour lutter contre cette recrudescence de la pandémie dont malheureusement le département des Alpes-Maritimes est victime aujourd'hui. Vous êtes sénateur également adjointe au maire de Nice. Quelle est la situation actuelle dans la ville? On en a beaucoup parlé ce week-end. C'est une situation réellement alarmante. Alors oui, c'est une situation en tout cas qui montre que l'épidémie flambe, et elle flambe plus particulièrement à Nice, sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc il est vrai que c'était difficile de ne rien faire, même si pour ma part, j'ai plaidé fortement auprès du préfet des Alpes-Maritimes pour surtout ne pas demander au gouvernement un reconfinement général, parce que je pense que ça serait véritablement délétère pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors bien évidemment, les monégasques qui souhaiteront se rendre dans les Alpes-Maritimes devront eux aussi tenir compte de ces nouvelles restrictions sanitaires. Oui, je dirais que j'ai bien évidemment, avec mon collègue président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, Olivier Dassault, mais aussi en lien permanent avec le président du Conseil national, nous avons beaucoup œuvré pour considérer que la première mesure de restriction des déplacements des Monégasques et des résidents de Monaco était inadmissible. Oui, il y a eu la mesure des 30 kilomètres au-delà desquels il fallait au départ un test PCR négatif pour les monégasques se rendant sur le territoire français. Et cela a déjà fait l'objet de 2 assouplissements. Mais vous avez demandé plus, je crois. C'est ça. Voilà, donc on avait plaidé là-dessus parce qu'il n'y avait pas d'abord le respect de la réciprocité des mesures entre la principauté de Monaco et la France, et puis parce que c'était véritablement ignorer le positionnement géographique
de la principauté de Monaco, imbriqué fortement dans le département des Alpes-Maritimes et avec des déplacements incessants parce qu'il y a des liens économiques, des liens familiaux, des liens privés qui ne doivent pas pénaliser les monégasques et les résidents de la principauté pour venir, comme ils en ont l'habitude, dans le département des Alpes-Maritimes. Nous étions dans cette démarche-là et puis, je dirais malheureusement, est arrivée cette épidémie qui flambe et donc avec de nouvelles mesures restrictives aujourd'hui présentées par la préfecture des Alpes-Maritimes. Donc il me semble effectivement difficile de continuer à prôner, en tout cas dans les 15 jours à venir, un assouplissement supplémentaire, même si, force est de constater, et je suis heureuse d'avoir entendu le préfet, parce qu'on lui a posé la question, qu'en est-il avec la frontière avec la principauté de Monaco? Et le préfet a bien insisté sur le fait que Monaco est un État souverain et que bien évidemment, il n'était pas question d'imposer à Monaco des règles que l'on n'imposerait pas plus vis-à-vis de l'Italie ou d'autres pays. Et je n'admets pas que l'on puisse, dans le département des Alpes-Maritimes, de qui que ce soit, aussi bien de certains élus que d'autres populations, viennent donner des leçons à la principauté de Monaco. On a quand même le sentiment, oui, que cette crise a un peu entamé les bonnes relations de voisinage. Les Monégasques se sont sentis stigmatisés depuis le mois de décembre, avec notamment l'ouverture des restaurants, alors que ce n'était pas le cas dans les Alpes-Maritimes. Et je les comprends. Et je les comprends. Je comprends aussi combien ils peuvent avoir été un petit peu quand même déçus et combien il ne faut pas que cela entache nos relations, nos liens d'amitié extrêmement forts. En tout cas, je m'emploierai, moi, à faire en sorte qu'on puisse de nouveau retrouver un véritable dialogue, un véritable respect mutuel. Mais je ne voudrais pas que des élus politiques se servent de cette tribune pour montrer du doigt la principauté de Monaco qui, je le constate, gère très efficacement la crise sanitaire sur son territoire et que nous devons bien évidemment tout à fait respecter. Un message amical et ô combien bienveillant. Merci beaucoup, Dominique Estrosi-Sassone, Merci. d'avoir répondu à notre invitation. Oui, et nous évoquions à l'instant avec Dominique Estrosi-Sassone cette polémique autour de la propagation du virus dans les Alpes-Maritimes et le fait que Monaco soit montré du doigt. Le gouvernement monégasque a également tenu à réagir lundi après les propos d'un invité sur la chaîne d'info française CNews. L'entrepreneur Guillaume Bigot reprochait à la principauté d'envoyer ses patients hors les frontières. Écoutez cet extrait. Alors, pour ce qui concerne Nice, écoutez, c'est un secret de polichinelle. Il suffit d'interroger ce que j'ai fait, les gens qui travaillent dans les hôpitaux à Nice. Tous les patients qui ont besoin d'aller en réanimation à Monaco, je dis bien tous les patients de Monaco vont dans les 2 hôpitaux de Nice. Voilà, c'est ça la réalité. Par ailleurs, vous avez 40 000 Français qui sont des frontaliers tous les jours et vous avez 10 000 Italiens. Or, à Monaco, effectivement, les restaurants ne sont pas fermés. Voilà, c'est ça la réalité. Le McDo de Monaco est bondé. Donc, moi, je ne suis pas du tout favorable à ces mesures de confinement, d'enfermer les gens, etc. Tout ça a montré à l'échelle du monde, avec un peu de recul maintenant, que ce n'est pas très efficace. Ça peut temporairement, quand il y a des risques de saturation des hôpitaux, c'est le cas. Ralentir. C'est le cas, Guillaume Bigot. Mais oui, mais pourquoi on prend les gens de Monaco? On peut savoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc de Monaco? Le général de Gaulle s'était énervé. Monaco, il voulait rentrer aux Nations Unies. Le général de Gaulle aura coupé l'eau. Cette palidonie a duré 48 heures. Pas l'histoire, Guillaume Bigot. Si, il faudrait que la France refasse l'histoire et qu'elle ait un chef d'État. Mais sauf que là, aujourd'hui, ça fait très on fait longtemps qu'elle n'en a quoi? plus. Proche de la saturation, on fait quoi? Vous renvoyez tous les Monégasques qui sont allés chez eux? D'accord, très bien. Pas de problème. Et à la suite de ces propos, le gouvernement a rappelé qu'en un an, un seul patient de Monaco avait été transféré hors de la principauté, alors que dans le même temps, depuis 6 mois, 52% des patients hospitalisés à Monaco sont français. Actuellement, sur les 12 patients en réanimation, 6 sont des résidents français et dès qu'il le peut, le CHPG accueille des patients français. Nous allons d'ailleurs nous rendre à présent au centre hospitalier Princesse Grasse où de nombreuses actions sont mises en place pour accompagner le personnel soignant durant la crise sanitaire, autant sur le plan psychologique que professionnel. À l'image de cette formation dispensée par le personnel du service de soins de support et soins palliatifs aux agents de la chirurgie orthopédique qui accueillent à présent la cellule Covid. Comment faire face à ce nouveau profil de malades? Comment les accompagner au mieux? Alexandra Pani, Sylvain Péroumal et Clélia Renaud ont assisté à cette formation.
C'est un service qui à présent reçoit et prend soin des patients atteints par la Covid, avec parfois une évolution défavorable. Un quotidien qui a donc été bouleversé pour le personnel soignant de chirurgie orthopédique, venu en renfort et très peu habitué à cette prise en charge des patients en fin de vie. On s'est dit ensemble que peut-être ce serait bien d'apporter une formation sur les questionnements éthiques en fin de vie, sur les questions d'acharnement thérapeutique et sur les prises en soins palliatives en fin de vie. On a débuté cette formation de façon intensive cette semaine, elle va se poursuivre encore la semaine prochaine et elle se poursuivra après également avec des groupes de retour d'expérience où les équipes pourront nous faire part de leur vécu. Ce qui ressort, c'est le besoin de comprendre les enjeux éthiques en situation de fin de vie, jusqu'où faut-il aller, ne pas aller, et puis également la façon dont on peut accompagner au mieux un patient qui, malheureusement, peut-être ne sera pas sauvé. Jusqu'où faut-il aller? Doit-on encore se battre? Des questions difficiles pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant. Cette formation permettra de former une 50aine d'agents. C'est une équipe qui est très solidaire, qui vient de se constituer, qui est nouvelle, qui est très solidaire, mais qui n'est pas aguerrie à la prise en charge et l'accompagnement des patients en fin de vie, et avec par contre une réelle volonté de bien faire. Voilà. C'est une nouvelle prise en charge pour eux. Ils voulaient vraiment bien faire, il y avait de nombreux questionnements. Et des signes effectivement de souffrance avec des difficultés à dormir le soir ou des choses comme ça qui se verbalisaient un petit peu. Donc on en a parlé j'en ai parlé avec mon encadrement et mon encadrement supérieur. Très rapidement pour nous, ça nous a paru évident qu'il fallait soutenir ces équipes dans cette démarche de vouloir bien faire et leur donner les éléments pour le faire. Un accompagnement par les psychiatres et les psychologues de l'hôpital était déjà mis en place. Cette formation est le reflet d'une volonté d'entourer au mieux ces patients de la part du personnel. Restons au CHPG pour y retrouver les docteurs Gilles Chironi et Christophe Perrin. Le premier est cardiologue, responsable du service de check-up. Le second est à la tête du service de pneumologie. Et tous deux s'occupent de la prise en charge des patients positifs à la Covid et qui sont hospitalisés. Bonsoir messieurs. Bonsoir Patricia. Bonsoir Patricia. Avant d'évoquer les traitements, peut-être un point sur les maux. Tout d'abord, dont souffrent les patients positifs et dont les cas demandent une hospitalisation. On assiste dans cette maladie différents niveaux de gravité. Les patients peuvent avoir des symptômes qui se limitent à de la fièvre, à des maux de gorge, à un petit peu de diarrhée et peuvent de ce fait rester chez eux. Et dans un certain nombre de cas, les patients vont s'aggraver notamment sur le plan respiratoire, du fait d'une réaction inflammatoire très importante de l'organisme vis-à-vis du virus. Donc c'est une réponse inflammatoire excessive qui va agresser le poumon, tant sur le plan du poumon lui-même, de l'alvéole, que sur le plan des vaisseaux pulmonaires, et plonger le patient dans un tableau d'insuffisance respiratoire. Et à ce stade, les patients doivent être forcément hospitalisés. Fort du diagnostic qui est établi, comment traite-t-on ensuite la maladie? À ce jour, il n'existe pas d'antiviral. Alors non, il n'y a pas d'antiviral spécifique anti-SARS-CoV-2. En revanche, il y a ce qu'on appelle un traitement symptomatique, donc symptomatique des symptômes. Bien entendu, pour lutter contre la fièvre, c'est le paracétamol, par exemple, très simple. Et puis ensuite, pour répondre à toutes les manifestations physiopathologiques dont vous a parlé le docteur Perrin, il y a une triade de médicaments qui sont des anti-inflammatoires pour contrer cette réaction inflammatoire qui peut être gravissime. Il y a les anticoagulants pour lutter contre la thrombose, c'est-à-dire la formation de caillots, et notamment des caillots dans les artères pulmonaires qui peuvent aggraver le problème respiratoire. Et il y a bien entendu l'oxygénothérapie en premier lieu, puisque ce sont des patients qui vont nécessiter des doses d'oxygène qui peuvent aller de simples petits débits par minute avec une lunette nasale jusqu'à des ventilations beaucoup plus sophistiquées lorsque les cas sont plus graves. Oui, vous l'avez dit, il y a plusieurs phases et différentes atteintes dans cette maladie. Quand la décision est-elle prise d'envoyer un malade en réanimation? Sur le plan justement respiratoire, on assiste assez souvent à une augmentation progressive des besoins en oxygène qui sont illustrés par la saturation en oxygène qu'on mesure au bout du doigt, par la fréquence respiratoire et aussi par le confort respiratoire des patients. Lorsqu'ils sont très essoufflés, eh bien on sait qu'on doit augmenter les doses d'oxygène. À partir d'un moment donné, il peut y avoir
un échappement, c'est-à-dire les patients s'aggravent malgré tout cela. Et à ce moment-là, on est conduit à les emmener en réanimation. Est-ce que les techniques de prise en charge ont évolué depuis la première vague au printemps 2020, depuis les premières hospitalisations? Depuis le mois de mars 2020, oui, les techniques ont beaucoup progressé. Bon nombre de ces techniques, comme le haut débit nasal ou les techniques de ventilation non invasive, qui sont des techniques d'assistance respiratoire par masque, ont été mises de côté. Et c'est ainsi qu'on a vu passer en première ligne comme assistance respiratoire l'intubation-ventilation. Donc le haut débit nasal est utilisé, la ventilation non invasive est utilisée, les patients sont significativement moins intubés. Et à partir du moment où l'intubation est moins importante, forcément le taux de mortalité devra certainement diminuer. On a parlé à une époque de la chloroquine, puis plus récemment de la colchicine, plus fréquemment utilisée dans le traitement de la goutte. Qu'en est-il? C'est une piste, peut-être une nouvelle piste thérapeutique donc, qui nous est apportée par nos collègues canadiens. La colchicine peut-être apporter un petit quelque chose au niveau de la phase précoce de la maladie. La colchicine est un anti-inflammatoire et peut-être que comparativement à la cortisone, c'est un médicament qui a l'avantage de ne pas être immunosuppresseur. Donc, il n'altère pas l'immunité des patients. Et donc, dans un contexte infectieux, c'est peut-être intéressant. Mais encore une fois, beaucoup de prudence par rapport à cette nouvelle piste. Parce qu'encore une fois, les études il n'y a qu'une seule étude et il faut attendre d'autres études complémentaires pour vraiment confirmer les données. Et là où nous insistons beaucoup, c'est sur le fait que les gens ne s'automédiquent pas. En se disant j'ai des symptômes de Covid, je vais prendre de la colchicine dans mon tiroir. Malheureusement, ça arrive. Et on a la chance d'avoir un suivi à Monaco par la cellule de surveillance des patients Covid de qualité. Donc remettez-vous-en à votre médecin, ne faites pas d'automédication. Oui, prudence. Le plus long et le plus handicapant, j'imagine que cela concerne les patients qui ont dû être transférés en réanimation. Alors comparativement au mois de mars, il y a des éléments nouveaux, c'est qu'on a malheureusement des personnes beaucoup plus jeunes. Et on voit d'abord hospitalisés en service de médecine et en stade d'insuffisance respiratoire des jeunes de 35 ans, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Et on est assez marqué par le passage aussi en réanimation de personnes d'un âge voisin de 50 à 65 ans et qui peuvent aussi ne pas avoir forcément de comorbidité et se dégrader sur le plan respiratoire. Et enfin, j'imagine que lorsque l'on parle de prise en charge de ces patients, l'aspect psychologique n'est pas oublié dans le traitement. Absolument, puisque vous savez bien que ces patients sont isolés, ils sont dans une chambre où ils n'ont pas le droit de recevoir de la visite, ils voient apparaître des docteurs et puis des soignants avec tout l'habillage de prévention de la contamination. Donc il y a beaucoup d'anxiété et il y a une prise en charge au plus près par le personnel soignant, par notre personnel et puis aussi par des spécialistes. On n'hésite pas à faire recours aux psychologues, aux psychiatres si le patient le souhaite. Gilles Chironi, Christophe Perrin, merci messieurs pour cet éclairage sur les traitements mis en œuvre pour soigner les patients positifs à la Covid et souffrant d'importants maux. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà pour ce dossier complet sur l'accueil et la prise en charge des patients dits Covid au CHPG. Vanessa Dessy nous a rejoint pour les autres grandes informations du jour et ces précisions toujours importantes à connaître en lien avec le plan de relance économique. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Et oui, sachez que face à l'épidémie de la Covid-19, le gouvernement princier déploie un ambitieux plan de relance à hauteur de 75 millions. Nous vous en avons déjà parlé la semaine dernière après les travaux de rénovation pour les particuliers. Les commerces et restaurants de la principauté peuvent bénéficier également d'une aide financière allant de 3 000 à 6 000 euros. Une initiative qui poursuit cette démarche éco-responsable. Des aides sont également proposées pour les acquéreurs ou propriétaires de véhicules écologiques. Effectivement, Patricia, et ces aides ne se limitent pas à une subvention au moment de l'achat. Elle s'étend à l'utilisation quotidienne du véhicule, destinée aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Elles peuvent être attribuées pour l'achat d'un véhicule propre ou peu polluant. Pour tout renseignement, il vous suffit de vous rapprocher de la direction de l'environnement.
Le 12 avril prochain, l'Office des timbres de Monaco procédera à la mise en vente d'un nouveau timbre. Il s'agira de la nouvelle photo officielle de la famille princière sur laquelle vous découvrirez leur Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène, accompagnés de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Le tirage sera limité à 45 000 exemplaires. Et puis le Monaco Economic Board, en collaboration avec le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, organise un nouveau webinaire collection SEMA. Oui, Patricia, cette seconde édition sera consacrée à un pays qui possède des liens économiques particulièrement forts avec la principauté. Il s'agit de la Tunisie. Afin de mieux connaître et analyser les opportunités, plusieurs thèmes seront abordés comme le marché économique tunisien, les relations Tunisie-Afrique subsaharienne et les perspectives business qu'offre le pays pour les entrepreneurs monégasques. La principauté compte désormais officiellement un nouvel ambassadeur. Marie-Pascale Boisson, ambassadeur de Monaco en Chine, est également ambassadeur de Monaco en Australie. En raison de la crise sanitaire et décalage horaire oblige, Marie-Pascale Boisson a remis ses lettres de créance très tôt ce matin par visioconférence, un moment aussi inédit que solennel et émouvant pour le nouvel ambassadeur. Je vous propose de l'écouter. J'ai présenté mes lettres de créance et j'ai bien sûr adressé les cordiales salutations du prince Albert au gouverneur général du Commonwealth d'Australie. La distance et le lien informatique n'en rendent pas moins la cérémonie solennelle et importante, puisque quand même le gouverneur général est le représentant de la reine d'Angleterre dans le Commonwealth d'Australie. Donc c'était très important, assez émouvant. Ce sont des relations anciennes et qui trouvent beaucoup d'intérêt et de points communs, notamment sur la défense de l'environnement. Bien sûr, la grande barrière de corail en Australie, c'est non seulement un endroit magnifique, mais absolument essentiel pour préserver la vie des océans et des écosystèmes. Donc Monaco, la fondation du prince Albert II, le centre scientifique, le musée océanographique travaillent en liaison avec les autorités australiennes depuis déjà un certain nombre d'années. Comme vous le savez, l'Australie a fermé totalement ses frontières et n'envisage pas de les rouvrir avant 2022. Les projets, ce sera aussi de soutenir, je pense, déjà l'action qui existe au niveau environnemental et de renforcer, travailler avec le MEB et la direction du tourisme pour essayer de créer des missions, de faire des missions sur place, pour renforcer encore les liens dans des domaines économiques comme la high-tech, tout ce qui est protection de l'environnement. Et il y a beaucoup de pistes qui intéressent d'ailleurs beaucoup le gouverneur général, puisque c'est ce qu'il m'a dit lors de notre entretien notamment. Marie-Pascale Boisson, ambassadeur de Monaco en Chine et donc en Australie aussi, était interviewée par Chrisinda Tomel. Vanessa Dessy est de retour pour ouvrir un volet sportif dans ce journal avec du football tout d'abord et une très belle victoire pour la SMFC. Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, l'AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Les hommes de Niko Kovac ont réalisé un coup parfait en s'imposant 2-0. Les Monégasques qui ont donc remporté leurs 2 rencontres face aux Parisiens cette saison se sont même permis de chambrer gentiment le FC Barcelone 5 jours après la victoire parisienne. Le compte Twitter espagnol de l'ASM a posté « Nous avons battu le PSG au match aller et au match retour. Barcelone, si vous avez besoin d'un conseil, envoyez-nous un message privé. » Voilà une petite taquinerie bien amicale. Et du football, nous passons au basket avec un petit clin d'œil à l'équipe de France au sein de laquelle la Roca Team est représentée. Oui, félicitations à la Team France Basket et à Mathias Le Sort pour cette belle victoire 73-71 face au Monténégro ce week-end. Cette victoire permet donc de qualifier la France pour l'Eurobasket 2022. Ce lundi, pour la beauté du jeu, puisqu'ils étaient qualifiés, l'équipe a affronté l'Angleterre. Et enfin, sachez que le musée océanographique propose toujours beaucoup d'animations pendant la période des vacances scolaires. Effectivement, vous pouvez vivre une folle course contre la montre à bord du Princesse Alice 2 grâce à un escape game hors du commun. L'incontournable bassin tactile est toujours au rendez-vous. Cette animation ludique permet surtout de découvrir la faune et la flore de la Méditerranée. Le musée océanographique propose bon nombre d'animations pour les enfants, une véritable rencontre entre l'art et la science.
Et ce journal ne serait pas complet sans les prévisions météo pour la journée de mardi. Le temps va-t-il rester de saison ? Même légèrement au-dessus, Patricia. Dans l'après-midi, quelques passages nuageux insignifiants sont au programme, mais le soleil sera bien présent. Des rafales pouvant atteindre 24 km/h sont à prévoir avec un vent de nord-est. Les températures allant de 9 à 15 degrés resteront douces. Le soleil se lèvera à 7h15 et se couchera à 18h11. Et nous fêterons les Saint-Lazare. C'est noté. Globalement, sachez que c'est une semaine très ensoleillée qui accompagnera ce début des vacances scolaires de février. Nous nous quittons avec des photos prises par Manuel Vitali et Michael Alési après 19h dans les rues de Monaco. La principauté sous couvre-feu, ce sera l'un des reportages que nous vous proposerons demain dans notre édition de mardi. Rendez-vous est pris donc à 19h. Très belle et douce soirée à tous.